Et donc nous allons rentrer effectivement dans les exemples calédoniens avec nos intervenants à venir. Et donc je vais appeler effectivement l'intervenant de la province sud qui va nous parler de cartographie sur les potentialités agricoles. Et donc c'est Guillaume Roussel qui représente aussi son collaborateur Jérôme Villemain. Et donc tous les deux vous représentez effectivement le bureau de la valorisation et de la connaissance ainsi que le service de la performance opérationnelle au sein de la DSIN de la province sud. C'est à toi. Et comme il y a un petit, vous verrez dans cette salle depuis longtemps, il y a des petits problèmes en fait de, comment ça s'appelle, d'enceinte. Donc le conseil, surtout qu'on fait un enregistrement vidéo, c'est de bien coller le micro ici pour éviter effectivement l'air qui va en fait dans le micro et qui favorise le grésillement. Voilà. Bonjour tout le monde. Tu peux passer les slides avec ça. Merci. Comme annoncé, du coup, je représente la DSIN pour cette présentation qui est un proof of concept, un POC sur la fois sur la cartographie des potentialités agricoles. Alors, dans quel contexte on se situe? C'est dans la province sud à plusieurs objectifs stratégiques, dont justement l'agriculture et son autonomie. Et donc c'est pour cela que ce produit a été pensé depuis maintenant, c'est un long projet de 4 ans, qui a demandé la participation de nombreuses personnes au sein de la province sud ainsi que d'autres directions. Donc cette cartographie a pour enjeu de contribuer à l'organisation, à la gestion des espaces ruraux, à donc identifier aussi les différents types d'agriculture possibles, qui englobe, on va dire, le fruitier, les légumes, mais aussi tout ce qui est exploitation animale. Et tout ça dans l'objectif de développer les différentes parties du territoire qui sont tous très différents, comme vous le savez. Donc pour cela, on s'est fixé comme objectif quand même que cette méthode soit reproductible et surtout réutilisable dans le temps. C'est-à-dire qu'on a des données qui vivent, on a des données de sources différentes et on peut avoir dans le temps en fait une progression au niveau de notre territoire. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à avoir cette méthode d'être le plus adaptatif possible, ainsi pour optimiser le foncier et pour avoir à la fin toute une chaîne de décision vis-à-vis de ce produit. Ce projet a donc été, avant de vous parler de la cartographie, on doit parler justement de la récupération des données. Donc ça a été le travail qui a été fait avec tous les référents techniques de la 3DT, qui est un immense travail de récupérer en fait les analyses de sol qui étaient faites sur l'ensemble de la province sud, mais qui n'étaient pas numérisées. Donc, c'est-à-dire ce sont des gros dossiers avec dans des cartons, et ça a été un travail archéologique de remonter ces données et les revaloriser. Donc ce sont toutes ces personnes-là qui ont participé et qui ont aussi déterminé quels étaient les indices qu'on allait retenir pour cette étude, pour ainsi obtenir une brochette de plusieurs indices qui vont créer des produits intermédiaires pour notre carte de potentialité agricole. Donc pour cela, on a la 3DT, la DSIN, mais aussi la DAEM avec le STF, qui s'occupe actuellement de l'automatisation. Comme je le dis, c'était un POC sur la foi qui a été réalisé, et pour le généraliser et l'appliquer sur l'ensemble de la province sud, c'est le travail de la DEM. Donc un travail interne de la province sud qui a nécessité toutes les directions. Donc les données utilisées, on en a plusieurs types. Ici, je vous ai donné exactement toutes les familles d'indicateurs qui ont été ici entre les chiffres. En fait, ce sont ce qui avait été retenu. Donc c'était 31 indicateurs différents qui ont été retenus, et à la fin, ce qui a été exploitable en bout de chaîne, ce sont 24 d'entre eux. Par exemple, pour la composition du sol, il y en avait 15 qui étaient retenus et 10 exploitables. Donc dans ces types de données,
Les analyses de sol sont faites par carottage. Ce sont des points GPS avec dedans à chaque fois la fraction granulométrique, les statuts acido-basiques, donc c'est le pH, donc on va aller mesurer les teneurs en sable, en cailloux, en argile, etc. Le climat et la météo, bien entendu, la température qui est importante pour les cultures, ainsi que la capacité en eau du territoire. Les bassins versants, alors ça c'est plus une catégorie fourre-tout, donc c'est tout ce qui était altitude, les pentes, la profondeur du sol, qui sont importants. Et enfin le technico-économique, les surfaces minimales, donc ça qui sont plus liés en fait à des problèmes logistiques. On est plus sur des analyses de sol ou véritablement des choses, c'est plus lié à l'humain, donc l'accès routier, les distances aux zones habitables, etc. Donc l'enjeu de ce travail-là, c'est de réunir en tout 24 grands indices qui sont de sources différentes. Donc on a des points, des rasters, des polygones, des lignes qu'il faut pouvoir interroger entre eux, tous les réunir pour obtenir notre carte de potentialité agricole. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc avec l'utilisation de QGIS, par exemple au niveau des points qu'on a ici, c'est ici sur la carte de la foi, on avait eu des analyses sur, ça c'est l'argile, où on a plusieurs carottages, et bien sûr on ne peut pas avoir l'ensemble de points sur l'intégralité de la Nouvelle-Calédonie. Pour cela, pour la rendre visible, on l'a fait une interpolation sur l'ensemble du territoire, où on voit ici les grands points où ont été faites les analyses, qui se concentrent forcément sur les lieux des habitations et des gens qui font déjà de l'exploitation agricole et qui ont demandé ce genre d'analyse. Et plus on s'éloigne vers le nord, qui est les chaînes de montagne, où on a de moins en moins de données. De la même façon, ici, nous avons un autre produit intermédiaire qui est l'accès aux routes. Donc ici, on peut voir au niveau de la commune de La Foix la Save qui la traverse et qui est par un jeu de calcul pour déterminer sur chaque pixel de ce territoire quel était l'accès à la route sur une note sur 20, par exemple, où on voit qu'on a de très bons accès et que, bien entendu, plus on s'éloigne de cet accès et plus il devient difficile. Le but aussi, c'est de créer donc avec ces produits intermédiaires qui sont à la base donc de notre carte tunale que je vais vous présenter par la suite, sont aussi des résultats intéressants à exploiter. C'est-à-dire ici, on peut voir exactement comment se répartissent les routes en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était un calcul qui a été fait en fonction de savoir si le pixel était proche d'une route en terre, suivi d'une route avec bitumée et des grands axes d'accès. Et plus on s'éloigne et plus on a des difficultés à se rendre en voiture, en tout cas dans ces régions. Donc encore une fois, ça a été un résultat qu'on rasterise pour pouvoir les comparer entre eux. Donc ici, on est maintenant sur les troisième types de données. Donc on a parlé des lignes, des points. Maintenant, ce sont tout ce qui est du raster et du polygone, qui sont simples, qui sont à utiliser dans l'état. Mais à chaque fois, il y a du pré-traitement à faire, bien entendu, pour que ces données soient comparables entre elles, qui sont les mises à résolution. Il y en a certaines des données qui sont à très haute résolution, d'autres en basse résolution, qu'on est à l'échelle du kilomètre, voire de plusieurs kilomètres. Et les remplissages des données manquantes, les réalignements, bien sûr, pour les projections, et le découpage par rapport à la commune. Sur les cartes de potentialité agricole, on a identifié en tout 50 cultures. Et sur ces 50 cultures, il faut faire les 38 indicateurs. Donc ici, je vous ai mis en grand exactement ce qui se passe. Donc on a les familles de cultures, les grandes cultures avec le blé, le riz, le soja, les légumes, qui soient hors sol ou non, et bien sûr les productions animales dont je vous ai parlé. Pour chacune de ces cultures, ici on voit que par exemple pour le blé, on détermine
pour l'indicateur qui est la profondeur de sol, quel est son niveau optimal où on considère qu'on peut exploiter du blé. À 0,4, donc c'est pour en mètres. Donc à 40 cm, on considère que c'est la situation optimale pour cultiver du blé. De la même façon avec l'argile, on va dire que pour tout ce qui est cuivre, cadmium, etc., en fait c'est un seuil de toxicité. Au bout d'un moment, la plante n'a pas forcément besoin d'avoir ces éléments-là, mais au bout d'un certain seuil, ça devient toxique. Chaque plante est différente, et donc du coup, grâce aux experts, c'est donc 1900 paramètres qu'ils ont remplis à la main pour chaque culture. Et je reviens en fait sur le contexte, le fait que ça soit facilement reproductible. Ces paramètres peuvent changer avec le temps. Il y a certaines cultures qui ont des chiffres très précis, parce qu'on a pu tester cette culture en Nouvelle-Calédonie, obtenir des données et pouvoir adapter justement ces paramètres-là. Mais avec le temps, on peut aussi changer les autres paramètres et reproduire le modèle derrière avec des données plus fines. Donc pour cela, comment est-ce qu'on passe de toutes ces données, ces indicateurs, tous ces paramètres, ces connaissances qu'on a sur les plantes, on va appliquer des modèles mathématiques et, comme à l'école, on va leur appliquer une note sur 20. C'est tout simplement, on est ici sur une courbe, on voit en haut à droite, où on se dit, par exemple, ici pour la profondeur de sol, pour le blé, j'avais dit c'était 40 cm, et on va dire après, du moment qu'on a plus de 40 cm, on est optimal. Donc sur le paramètre de profondeur de sol pour le blé, par exemple, dès qu'on passe les 40 cm de profondeur, on a une note qui est 20. Et par la suite, en fonction du paramètre, s'il est important ou non, on choisit la descente de la courbe. On ne veut pas avoir un tout ou rien, parce que visuellement sur une carte, avoir tout de suite de 20 à 0, de très vert à rouge, ce n'est pas trop le reflet de la réalité, on a plus des gradients. Donc c'est pour ça qu'on a des descentes légèrement en courbe. Tout ça, c'est fait avec Python et avec l'aide du logiciel QGIS, et on obtient donc pour chacun de nos cultures tous les indicateurs sur les bandes pour avoir en fait la carte sur l'intégralité de la foi. Donc ici, nous avons le blé. Et pour le blé, pour chacun de nos indicateurs, qui étaient, je me rappelle, la composition du sol, la météo et par exemple la pluviométrie, on se dit, bon, c'est bien, on a tous nos indicateurs, on en a 28, mais est-ce qu'ils sont égaux entre eux? C'est-à-dire, parfois, dans l'exploitation du blé, c'est un faux scénario, hein, ce n'est pas la réalité, mais par exemple, on considère que la composition du sol est le plus important. Qu'il pleuve ou pas, on s'en fout. Au niveau de l'accès à l'eau, on considère qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, on le met à 0, et que par contre la météo, elle est hyper importante. Il ne doit pas y avoir des températures qui différencient. Donc, comme à l'école, encore une fois, avec les notes qu'on a, on va mettre des coefficients par matière. C'est-à-dire on met un coef 4 sur la composition du sol, un coef 2 sur l'autre, et ainsi sur chaque pixel. Donc on obtient cette carte. On fait la moyenne pondérée de nos différents indicateurs pour obtenir celle-ci. On applique ce principe à toutes nos cultures, donc c'est-à-dire exactement comme tout à l'heure avec nos 9000 paramètres. Là, pour chaque culture, on va déterminer pour chacun des indices exactement le coefficient d'importance qu'il a. Par exemple, le pH n'est pas important, la pluviométrie est importante, et ainsi de suite. On voit ici avec Tibble, qui est un outil interne à la DSIN, qui est une sorte de Excel collaboratif, où tout le monde peut venir le modifier. Et comme vous connaissez aussi la solution table de l'Excel de Google, c'est à peu près le même principe, où on va mettre, par exemple ici pour les agrumes, l'accès en eau, et on met un indice facteur de 4, qui est hyper important, mais par exemple, on a mis que
Au niveau de la profondeur, on est à 1, parce qu'il est toujours possible de rajouter de la terre après coup, et donc il n'y a pas beaucoup d'impact. De la même manière, ici, on peut voir, on a l'indice value minimum, indice value maximum, qui sont ici. Ce sont, en fait, là, je vais plus vous parler d'automatisation pour la personne qui est derrière, qui utilisera l'outil, elle aura juste à remplir ce tableau-là. Et automatiquement, grâce au script, c'est fait automatiquement toute la carte. C'est-à-dire en mettant des indices, il détermine automatiquement le type de modèle qu'on doit appliquer pour mettre à jour la cartographie. Cette carte, on a ici les potentialités brutes. Donc ici, c'est la moyenne de toutes les cultures. C'est-à-dire exactement de voir où est-ce que la capacité moyenne du territoire de la foi est sur toutes les cultures dont je vous ai parlé. Bon, c'est un résultat parce qu'on peut arguer sur le bon fondé de mettre en parallèle des données sur les légumes et l'exploitation animale. Mais on a ainsi ce résultat-là, et en fait, il est sur les 36 différentes cultures, et après une moyenne sur les grandes familles, et ça, c'est la moyenne des moyennes. Donc, pour avoir une idée sur l'ensemble du territoire, bien entendu, on est lié au cadastre. Ici, on les ramène au niveau de chaque délimitation des propriétés. Et enfin, on a la possibilité de rajouter par-dessus d'autres données qui sont bien sûr les aires coutumières, les aires protégées, etc. Donc ça c'est l'analyse soit du résultat final qui était de savoir exactement quelles étaient les forces et faiblesses. Donc comme je l'ai dit, c'est une méthode qui est reproductible et qui est en cours de réalisation sur l'ensemble de la province sud actuellement. Et c'est des ressources qui sont encore interne, mais bien sûr, on doit toujours se questionner sur la qualité des données. On a de la donnée historique, on a certains territoires qui n'ont aucune analyse de sol, donc de savoir exactement la qualité de ce modèle-là sur d'autres territoires. Et bien sûr, les ressources humaines limitées, c'est plus le nombre de personnes qui sont disponibles actuellement sur le terrain. Comme on le sait, c'est des ressources qui coûtent cher, qui sont importantes, mais aussi qui demandent à avoir une expertise, et elles commencent à être limitées. Sur ce projet-là, il y a d'autres données qui veulent être agrémentées. Un autre sujet qui est des données qui existent déjà au sein de la DSIN, qui sont les données d'agribase, mais aussi un projet qui s'appelle SOSNC de l'IAC, qui consiste à récupérer toutes les données d'analyse de sol des différents organismes de la Nouvelle-Calédonie en un seul lieu, et ainsi de pouvoir nous les exploiter par la suite. Donc on a aussi identifié, grâce à cette méthode, des produits complémentaires qui sont les cartes de pression. Donc ce sont tout ce qui est au niveau des pressions environnementales, etc. et qui peuvent être ajoutés en plus de cela aux cartes de potentialité agricole. Le modèle a été pensé en effet pour que soit ajouté de façon facile, de le penser comme des petits modules qui peuvent se greffer au calcul final, qu'on peut enlever ou en ajouter d'autres. Bien sûr, on a les autres menaces, qui est l'obsolescence progressive de certaines données. Donc on parle par exemple des données de captage et de forage. Donc on est toujours à vouloir avoir les dernières données disponibles, mais on a certaines données, par exemple, qu'on utilise actuellement, qui sont vieilles de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'il faut renouveler. Et ça aussi, on en revient en menace des ressources humaines limitées pour mettre toujours ces données-là à jour. Et c'est fini pour moi. Je vous remets ça. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, reste avec nous. On a effectivement le temps un petit peu pour les questions de la salle. Avez-vous des questions effectivement sur ce projet, donc on va dire ce programme même d'analyse, de modélisation des potentiels agricoles, donc
d'abord, on l'a compris, sur la foi, progressivement, j'imagine, j'ai entendu sur le territoire, à l'échelle du territoire, c'est bien ça? Sur l'ensemble de la province sud. Sur l'ensemble de la province sud. Voilà, le territoire de la province sud. Est-ce que vous avez des questions, Jean? Jean Massenet, coordinateur régional pour Dataterra. Une question, alors j'aurais bien aimé revenir sur la dernière slide, s'il te plaît, avec les opportunités et les menaces. Et en fait, ma question était, alors ce projet, il est sincèrement ambitieux et les résultats, ils font rêver. Je pense que beaucoup de monde chercherait à pouvoir faire ça sur son territoire. Ma question est du coup, je vois que les partenaires extérieurs à la province sont pour l'instant cités dans les opportunités. Je pense notamment à l'agence rurale qui avait effectué une carte de potentialité agricole il y a quelques années de ça, mais bien moins aboutie. En tout cas, les données d'entrée étaient bien moins performantes et complètes. Donc la première question, c'est quel est le lien actuel ou à venir réel avec l'ensemble de l'écosystème? Il y a beaucoup de chercheurs, notamment, tu cites ici l'IAC, qui travaillent dans ces domaines, et ça va arriver avec le second point finalement, qui est la menace des données. Et donc j'imagine que la capacité à mettre à jour, ou en tout cas avoir accès aux données à jour systématiquement, on en revient à la fédérisation des données, à l'échange des données entre les entités, un sujet qui a été abordé depuis de nombreuses années, notamment en lien avec Agribase, avec la province sud. Mais ce serait, je pense, une excellente opportunité de passer le cap en fait, et d'avoir ces liens entre les données, d'assurer d'avoir toujours les données les plus à jour et les plus pertinentes en fonction de tout ce que vous avez fait, tout autant que de challenger, j'imagine, la méthodo avec toutes les équipes qui existent en Calédonie, dans les écosystèmes de recherche, mais pas que, sur tous les indicateurs et les quotients ou les ratios que vous mettez à chaque indicateur, quoi. En effet, ça, malheureusement, je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question, vu que moi j'étais plus sur la partie technique et que c'était du coup mon collègue qui se chargeait de la partie cadrage. Mais il faut savoir que ce projet, c'est un projet qui est le volet 1. Il y a un volet 2 qui est aussi envisagé avec l'IRD notamment, avec l'IRD et plus sur le côté anthropologique. Et en effet, c'est l'idée est en effet d'être plus en partenaire avec les différents instituts de recherche dont le produit les intéresse aussi, hein, naturellement. Et cette ouverture vers de la donnée libre, ça c'est ce que tout le monde souhaite. Oui, c'est vrai. Et partageable. Donc effectivement, une ouverture vers des partenaires, en tout cas, c'est envisagé. Oui, de toute façon, ce projet a toujours été fait avec c'est comme je dis, c'est dans un second volet. Là, c'était plus, comme on dit, un proof of concept. Avant de se lancer dedans, on préfère s'assurer que le produit derrière est exploitable, ce qui est le cas du retour. On a fait plusieurs groupes d'études pour exploiter ce produit. D'ailleurs, c'est toujours un travail qui est en cours actuellement, c'est-à-dire on a plusieurs ateliers qui ont été faits sur la base de ces cartes, avec des experts sur le terrain. Eux, par exemple, on est allé jusqu'à Bourail à faire une réunion, on leur a montré la carte et de dire, bon bah vous qui nous connaissez un petit peu mieux, même vous connaissez beaucoup mieux que nous qui sommes dans nos salles, derrière nos ordinateurs, vous connaissez le terrain. Est-ce que cette carte vous parle? On a eu des retours positifs, mais comme je dis, le terrain il est vaste, il y a beaucoup d'endroits assez inaccessibles. Et donc du coup, c'est toujours un travail qui est en cours justement pour les grandes matrices que je vais montrer, pour les mettre plus, qu'elles soient plus précises. Et c'est vrai que la deuxième question peut-être de Jean, c'était sur, moi c'est ce que j'ai entendu un peu sur la pondération et on va dire les hypothèses que vous avez prises pour justement faire vos coefficients, vos pondérations. Est-ce que ça vous l'avez vérifié aussi avec des tiers et des experts? C'est en cours. C'est justement le volet 2. Et de toute manière, en fait, c'est pas destiné, on va dire, au grand public. C'est-à-dire, c'est plus aux partenaires et aux experts. C'est de prendre, si par exemple il y a quelqu'un qui veut faire une exploitation agricole sur son terrain, il ne faut pas qu'il aille sur la cartographie, il regarde et ah bah c'est bon, je peux faire ça ici, alors que bon bah il n'y a eu aucune analyse de sol qui a été faite sur son terrain et qui va prendre pour argent comptant en fait ce qu'on lui donne. C'est toujours bien entendu avec un expert à côté qui viendra pour justement pondérer un petit peu exactement les résultats.
Autre question de la salle tout au fond. Moïse Claubert de la ville de Nouméa. Toujours sur la dernière slide, concernant l'obsolescence des données, les ressources humaines limitées, c'est une question qui se pose aussi pour plein d'autres types de données ou d'études. Est-ce que vous avez réfléchi justement à peut-être avoir d'autres supports, d'autres types d'informations qui vous permettraient peut-être de façon moins coûteuse de mettre à jour des données? On a parlé tout à l'heure de l'IA. Est-ce que ça, vous l'avez, entre guillemets, vous avez investigué pour, entre guillemets, on sait que les ressources, elles sont aujourd'hui limitées, peut-être demain encore un peu plus. Est-ce que vous êtes parti sur ce domaine-là pour justement faciliter la mise à jour de ces informations et réduire le coût de l'étude, par exemple? Alors, assez dur comme question parce que aujourd'hui le terme IA est un petit peu galvaudé, c'est-à-dire on utilise le terme IA pour définir pas mal de choses, mais par exemple l'IA générative, non, on ne va pas utiliser d'IA générative pour simuler des données, parce qu'on veut se rapprocher le plus possible de la réalité, et là on serait sur un autre domaine. Après, pour ce qui est de la moralisation des coûts, on peut utiliser de la statistique. C'est par exemple, c'est ce qui est fait pour lorsque on fait des demandes pour des nouvelles images, on va aller le faire sur les endroits qui changent, c'est-à-dire les zones d'habitation. En province sud, par exemple, les relevés du sérail se font que sur des tronçons très particuliers, et d'autres zones qui sont inhabitées, on sait qu'elles ne vont pas changer, et on n'a pas le même pas de temps de reprise des données. Par exemple, sur la ville de Nouméa, on va faire des relevés de terrain le plus fréquemment possible, alors que sur la côte oubliée, par exemple, on va le faire tous les 5 ans, voire tous les 10 ans. Donc pour cela, on a des cartes de statistiques qui, au sein de la province sud, on peut déterminer sur chaque pixel le degré de visite de chaque dalle en fait en Nouvelle-Calédonie, et de savoir exactement les utilisateurs où est-ce qu'ils regardent et où est-ce que c'est intéressant d'aller récupérer de la donnée ou de faire des analyses, alors que d'autres endroits qui ne sont jamais explorés entre guillemets par les utilisateurs, on va les éviter. Donc, si ça se résume, c'est finalement un peu ce que disait Christophe Touré en introduction, c'est, on va dire, une gestion pragmatique de l'actualisation de la donnée, et puis vous avez déjà une visibilité en fait sur ce renouvellement en fait de la data dalle par dalle. C'est ça. Et après, avec l'utilisation de l'IA, on va dire qu'on a énormément de données, et parfois l'IA est en effet applicable, mais de se poser la question avant, sur des traitements plus simples, de revenir à la base de notre métier, de se dire que juste parfois de simples statistiques sur de la donnée suffit à répondre à certaines questions, et même, je dirais qu'il y a beaucoup de données qui sont sous-exploitées aujourd'hui. On en a énormément, et il y en a beaucoup. Par exemple, voilà, c'était le cas un petit peu sur ce projet-là. On avait de la donnée historique sur 60 ans de relevés de sol, dont on a sorti des cartons pour les renumériser, pour les valoriser ou revaloriser. Donc ça fait aussi partie du travail de déjà faire avec l'existant. Alors peut-être que la question, hein, Moïse, tu me dis, mais moi j'ai l'impression aussi que ça fait un lien avec ce que disait Christophe en introduction, c'est sur la perspective peut-être d'agents en fait qui remplaceraient les API pour aller collecter de la donnée. Ça serait peut-être ça en fait les perspectives. Je vois Christophe qui hoche la tête. C'est violent. C'est pas agent pour agent, quoi. Enfin, c'est moi, je pense, j'ai vu qu'il y avait du Python, et nous, on a fait des études sur qu'est-ce que dans nos activités quotidiennes l'IA pouvait apporter. Je crois que Python, c'est vraiment un environnement où il y a extrêmement de valeur, notamment dans la transmission. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez beaucoup de scripting comme ça, et si vous avez des questionnements sur la pérennité de ce que vous faites, la transmission de ce que vous faites, l'IA est extrêmement bon, et notamment, je vous conseille
anthropique. Je ne sais pas d'action chez anthropique, mais c'est ce qu'on a classé de meilleur. Et là, il y a une gain de productivité énorme pour les gens qui gèrent des librairies importantes. Et qui dit gain de productivité dit faire face à du manque de ressources. Forcément. Voilà. C'est plus positif que de remplacer les gens par des agents, je pense. Je pense. Cette dernière question, Steven ? Bonjour, Steven Meredec, responsable de la cellule d'habitat et urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous, on s'occupe des principes directeurs de l'urbain, notamment s'assurer que les documents d'urbanisme favorisent le développement durable. Donc nous, on est très heureux que vous aboutissiez, puisqu'on attendait avec impatience, puisque une des questions, c'est de savoir si vous pouvez revenir justement sur toujours la même vignette, celle des opportunités. Moi, j'ai 2 questions, savoir si vous avez identifié dans vos opportunités la possibilité d'évaluer la pertinence de la nature de l'agriculture et justement, là, on n'a pas vu le mot maïs dans votre présentation, mais il y a des débats par rapport au maïs et la capacité hydrique. Et l'autre point aussi, est-ce que vous avez vu dans les opportunités la possibilité d'évaluer la capacité à l'autosuffisance? Puisque un des sujets qu'on a nous aujourd'hui, c'est de savoir si les terres agricoles qui ne seraient pas impactées par le biseau salin pourraient être sanctuarisées, en disant si on doit préserver notre capacité à produire, quelles sont les terres qu'il faut protéger. Et par rapport à ce sujet, il y a eu récemment un COPS où a été évoqué le PUD de la FOA. Est-ce que vos données, tout ce que vous avez produit là, a été mis en relation avec le projet de PUD de la FOA, puisque ça fait partie des projets. Dans le projet de ville de la FOA, il y a la question de la valeur agricole de la FOA. Et donc savoir si, au regard, en croisant les données du projet de ville de la FOA et vos données réelles, puisque l'idée c'est d'avoir une situation et un constat de la situation agricole de la FOA, il y avait eu une évaluation de la pertinence du projet de développement urbain. Donc là, on est sur l'exploitation vraiment de la carte de potentialité agricole en accord avec d'autres. On va dire, c'est sur alors je crois que c'est la deuxième question, sur la capacité de la Nouvelle-Calédonie à être autosuffisante d'un point de vue agricole. Ça va être difficile à le dire à partir de la carte parce que c'est comme l'indique, c'est que des potentiels. C'est de savoir après qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel-là. Justement, je pense que c'est pour ça qu'ils veulent faire le volet 2 avec les RD, qui est sur tout le côté plutôt humain. Donc là, on va parler plus de problématiques sociales, de problématiques économiques, etc. Et donc ça sera, je pense, à ce moment-là que la question sera répondue. À l'heure actuelle, non. Ça, on ne peut pas trop le déterminer. Il n'y a pas de notion de combien de tonnes de maïs ou de blé et tout ça, on est capable de faire. Là, on est plus sur les besoins biologiques de la plante et de savoir si elle va s'y plaire ou non. Après, de savoir exactement la quantité de produite, ça, c'est encore un autre produit et encore d'autres données que je pense qu'on n'a pas encore en notre possession. Je pense qu'il faudra faire un partenariat avec la Chambre du commerce pour ça. La troisième question alors non, la toute première c'était effectivement sur le choix en fait des cultures en fonction du sol. Donc par exemple le maïs faut beaucoup d'eau. Est-ce que le sol, vous avez fait des analyses et des potentiels de sol, vous pourriez dire ce sol est mieux pour le maïs que pour le blé ou... Justement, c'était assez intéressant parce qu'ils ont été étonnés par une certaine zone qui est la zone du sud ici. Qui pour eux, il y a très peu de cultures qui seront effectuées là-bas et selon nos relevés et avec les précipitations, avec ici ce qu'on voit surtout, on voit des sortes de petits spots, ce sont les lieux de forage et ce sont les lieux d'accessibilité en eau, donc la capacité de pouvoir naturellement extraire de l'eau et donc en effet par exemple on a certaines zones qui ressortent beaucoup plus que d'autres, notamment cette zone du sud et bien sûr les plaines. On voit que dès qu'on va dans les chaînes de montagne, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, en effet, c'est intéressant. Il y a même plusieurs personnes qui ont posé la question de savoir, toute cette zone-là, c'est que du bovin, par exemple.
Est-ce que c'est pas un peu du gâchis parce que quelque part l'exploitation animale peut se faire un peu n'importe où en Nouvelle-Calédonie, il y a très peu de contraintes. Il n'y a pas de contraintes déjà du sol. Donc de déterminer les lieux où ce serait beaucoup plus intéressant justement d'avoir des cultures qui ne poussent pas ailleurs. Ça a été posé en effet comme question. Après, il faut qu'on généralise et qu'on consolide le modèle avant de pouvoir y répondre aussi. Oui, c'est exactement ça. Les deux grosses contraintes qu'ils nous ont données, c'est accessibilité en eau et accès routier pour tout ce qui est technico-économique. Et la troisième question. Alors il y avait agroalimentaire, il y avait effectivement ce potentiel hydrique et... Ah oui, tu avais le PUD. C'est ça, le lien avec le PUD. Ah oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est encore tout un... qui est une autre chaîne décisionnelle. Là, c'est vraiment plus en fin de... vraiment en bout de chaîne de déterminer avec ce produit-là où est-ce que c'est intéressant, mais ça demandera un produit intermédiaire. Parce que par exemple, là, dans ce produit-là, a été... dans celui du milieu, on a pris le cadastre et pour rappel, dans les différents indices, il y a la surface. Et de savoir exactement, donc ça c'est l'autre volet qu'on est en train de développer, une V2, on va dire qu'on nous a demandé, de pouvoir dire on efface certaines lignes au niveau du cadastre et se dire qu'est-ce qui se passe si on réunit ces différents domaines et de refaire une analyse potentielle de ce qui se passe. Ou même, on va dire, c'est plus, on n'est plus dans la cartographie, on sera dans un simulateur. De dire, bon, ben, je sais que la profondeur du sol ici, elle est vraiment pas terrible, mais je vais ramener des camions et des camions de terre. En prenant en compte cet indice-là, c'est-à-dire maintenant ma profondeur de sol est bien, je veux pouvoir relancer l'analyse et voir quelle est ma potentialité agricole sur tel et tel produit. Donc on est là sur une V2 du produit qui est en train de mûrir, avec plus à la lumière des résultats qui sont ici, et d'aller vers un simulateur. Donc, finalement, en synthèse, c'est encore un peu tôt pour faire des liens avec le PUD. C'est ce que j'entends. En tout cas, merci Guillaume. Beaucoup de questions, effectivement. Merci pour ce partage.